à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. On se retrouve aujourd'hui pour faire un update lecture des premières lectures de juin que j'ai effectuées ces derniers jours. Alors je vais commencer tout de suite par un audiobook, comme ça si ça vous intéresse pas, sachant qu'en plus c'est de la non-fiction et c'est en anglais, vous pouvez passer tout de suite. J'ai écouté les mémoires d'Anna Kendrick, donc l'actrice qui a joué notamment dans Pitch Perfect, dans Into the Woods, elle a joué aussi dans Twilight, un petit rôle. Je pense que vous voyez à peu près de qui je parle. C'est une actrice que j'aime beaucoup au niveau de sa personnalité et du coup quand j'ai vu qu'elle avait fait un mémoire, sachant que je vous rappelle, j'essaye de lire une non-fiction par mois, j'aimerais bien parce que même si c'est pas un genre que j'apprécie particulièrement, j'aime bien en avoir un petit peu quand même, surtout à l'écoute, je trouve que ça s'écoute très facilement et du coup même si ça datait de 2016, je me suis dit pourquoi pas, c'était dans mon abonnement Scribd parce que en fait je suis abonnée, pour ceux que ça intéresse, à une application qui s'appelle Scribd, c'est 9,99€ par mois et vous avez en gros le catalogue en illimité sur l'audio et les e-books, il y a pas mal de PDF aussi. Voilà, c'est absolument pas un partenariat, mais du coup je paye 9,99€ et j'ai l'audio surtout en illimité et j'avoue que moi qui suis une grande consommatrice d'audio, même si c'est en VO, je trouve ça plutôt chouette. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets quand même mon code de parrainage, encore une fois ce n'est absolument pas sponsorisé, c'est juste que si jamais ça vous intéresse d'écouter des audiobooks en anglais, le premier mois est gratuit je crois si on parraine quelqu'un, donc voilà, je le laisse comme ça dans la barre de description, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois ce n'est pas un partenariat. Et donc j'ai écouté cet audiobook qui en plus est relativement petit puisqu'il fait 7 heures et que moi je l'écoute en 1.2 au niveau de la vitesse, donc ça m'a fait moins de 6 heures d'écoute et j'avoue que j'ai été un peu mitigée. En fait je vais m'expliquer. J'aime beaucoup l'actrice et on la retrouve vraiment dans ses mémoires puisque il y a beaucoup d'humour, elle est très sarcastique, voilà, elle a vraiment ce qui la caractérise, on la retrouve énormément dans ses mémoires, sa façon de narrer aussi et ça c'était chouette, mais c'est vrai que passer après un livre comme celui de Janet Parker-Dy qui raconte les sévices en fait que sa mère lui a fait psychologiquement pendant toute son enfance, bah à côté c'est vrai que ça paraît un peu plat quoi, elle raconte juste sa petite vie de starlet puisqu'elle a commencé très tôt et grand bien lui en face qu'elle n'ait pas eu à subir des choses affreuses dans son enfance, mais du coup c'est vrai qu'à côté ça paraît peut-être un peu plat et du coup je l'ai écouté, ça se laisse écouter, c'est chouette, mais voilà c'était pas transcendant, c'est pas quelque chose qui va me marquer. Pour le coup celui de Tom Felton par exemple j'avais beaucoup plus accroché parce que il racontait quand même vraiment ce que c'était d'être un peu dans l'entre-deux, d'être un petit peu dans le monde normal et un petit peu dans le monde magique puisque c'était pas un acteur principal et du coup il retournait à l'école par exemple et puis toutes ces anecdotes sur Harry Potter, étant une grande fan, voilà ça m'avait vraiment apporté quelque chose. Là c'était chouette mais voilà, sans plus, et ce sera vite oublié. Nous avons été interrompus par une batterie déchargée, donc l'angle a peut-être changé, mais on reprend. Du coup on va passer à toutes les autres lectures qui sont des lectures à la fois physiques mais aussi en français. Et le premier que j'attrape c'est la petite nouvelle de Retour au pays, donc c'est un prélude aux aventures de la mer de Robin Hobb, évidemment l'assassin royal, je vous en parle milliards, millions, millièmes de fois. Encore une fois, je vous le mets pas plus à chaque fois parce que maintenant j'ai l'impression de le lire à chaque vidéo, mais j'ai fait une vidéo spéciale sur l'ordre de lecture. Ça c'est une nouvelle qui peut se lire franchement avant, pendant, après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi je l'ai lu parce que je l'avais trouvé dans l'édition Blason puisque je collectionne les éditions Blason vite avant qu'ils les remplacent par les nouvelles. Et c'est une petite nouvelle de 113 pages qui se lit franchement très vite. C'est écrit beaucoup plus gros que l'Assassin Royal en plus, donc c'est 100 vraies pages poche. Alors que quand vous avez 300 pages en poche d'Assassin Royal, c'est plutôt 500, voilà, sachez-le. Ce que je pourrais en dire sur cette nouvelle, c'est qu'on va suivre Dame, j'ai déjà oublié, oh là là, j'ai déjà oublié son nom. On va suivre Dame Carillon qui est une femme qui fait partie en fait d'un groupe de marchands qui se dirige vers le désert des pluies. Désert des pluies qui apparemment est une région dans les aventures de la mer, mais j'en suis pas encore là, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'était plutôt chouette, j'ai passé un bon moment, ça se lit très vite, la plume de Robin Hobb est ultra addictive, c'est vraiment une plume que j'adore, donc forcément j'ai passé un très bon moment. L'histoire en soi est plutôt intéressante aussi parce qu'elle aborde des sujets qui sont plutôt chouettes, notamment la place de la femme qui à la fin prend un petit peu toutes ses lettres de noblesse et montre qu'en gros c'est pas parce que c'est une femme qu'elle sert à rien.
Et ça c'était très chouette comme message. Après moi je trouve que c'est vraiment un récit qui s'adresse quand même aux fans. Parce que bien qu'il ne soit pas fait mention de beaucoup de choses par rapport à l'univers, c'est une nouvelle qui, sans être mauvaise, parce qu'elle est très agréable, mais n'est pas transcendante non plus, encore une fois. Et surtout je pense que à lire tout seul comme ça n'a pas énormément d'intérêt. Ça a de l'intérêt quand on connaît le monde, quand on a envie d'un peu plus. En fait c'est ça, c'est que moi j'ai envie d'un peu plus et du coup j'étais très contente de lire ça. Mais par exemple lire ça tout seul, je ne sais pas si ça a un réel intérêt, à mon sens, hein, parce que vraiment, je parle vraiment par rapport à mon ressenti. Je pense que c'est voilà, c'est fait pour les fans et que si jamais vous adorez l'Assassins Royal, n'hésitez pas. Ou toutes les autres sagas de Robin Hood, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur cette nouvelle qui se lit relativement vite, qui est très chouette, qui aborde des sujets assez cool, mais voilà, à lire juste tout seul, sans lire le reste des œuvres de Robin Hood, je suis pas sûre que c'est beaucoup d'intérêt. J'allais dire, ensuite on va passer à une très bonne lecture, mais en fait ce sont toutes des très bonnes lectures. J'ai lu en lecture commune avec mes comparses de d'habitude, Maud et Lovelda, Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. C'est publié chez 18 et en grand format, c'était chez Charleston. C'est le deuxième roman de l'autrice que je lis, bien que... Je sais pas si vous voyez, mais là j'ai le vinyle de Daisy Jones and the Six, puisque j'ai adoré la série mais je n'ai pas encore lu le livre. J'avais lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça avait été un gros coup de cœur et ce livre a été une excellente lecture, mais pas un coup de cœur. Je vais vous expliquer. Déjà on va suivre Nina Riva dans les années 80, qui est une starlette, c'est un peu un mannequin super connu, mais surtout c'est la fille d'un chanteur énormément connu, et chanteur d'ailleurs qui a abandonné sa famille très rapidement, et du coup en fait ses enfants se sont fait un petit peu tout seuls leur réputation. Au début ils vivaient un petit peu pauvrement avec leur mère qui essayait tant bien que mal de joindre les deux bouts, et ils ont fini par se faire tout seuls. Et en fait tous les ans Nina elle va organiser une grande fête dans sa demeure de Malibu, et la fête de cette année va être le théâtre de nombreuses révélations et de nombreux conflits, sachant que c'est une narration à double temporalité sur la moitié du roman, puisque sur la moitié du roman on fait des allers-retours entre le présent et... enfin le présent, les années 80, et la jeunesse de Nina, avec notamment la vie avec sa maman, sachant que Nina a 3 autres frères et sœurs, et c'est un livre qui est poignant, comme toujours avec Taylor Jenkins Reid. Vous avez une plume qui est tellement prenante, ça se lit tout seul, vraiment c'est impossible de s'arrêter, c'est une très belle plume. Ce sont des personnages aussi qui sont très beaux parce qu'ils sont très humains, ils sont pas du tout parfaits, ils sont très imparfaits, mais en fait elle les fait pas pour qu'on les aime, elle les fait pour qu'ils soient réalistes, et c'est ça qui fait que par exemple moi le personnage de Nina, pour plusieurs raisons que je n'exposerai pas ici parce que ça relève de ma vie personnelle et surtout très personnelle, mais je me suis beaucoup retrouvée dans Nina, et j'ai vraiment eu beaucoup d'émotions et de tendresse pour ce personnage qui s'oublie un petit peu en faisant toujours passer le besoin des autres avant le sien. Et c'était vraiment un très beau personnage, mais ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est la relation fraternelle entre les frères et sœurs qui se serrent les coudes quoi qu'il arrive, qui sont très soudés. Et ça c'est vrai que c'est chouette parce que c'est pas forcément un sujet qu'on exploite énormément dans les romans. Souvent c'est père, mère, père, mère avec l'enfant, ou alors c'est des relations amoureuses, ou alors c'est des amis, mais c'est vrai que frères et sœurs c'est pas quelque chose qu'on exploite énormément. Et là c'est vraiment le cœur en fait de cette histoire, parce que le cœur de cette histoire c'est le lien qui unit en fait ces 4 personnes, et j'ai trouvé ça super chouette. Alors il manquait l'élément waouh qui fait que ça aurait été un coup de cœur, parce que clairement on est en dessous de Evelyn Hugo, mais si je l'avais lu avant Evelyn Hugo ça aurait peut-être pu être un coup de cœur, parce que j'ai adoré ma lecture quand même, j'ai passé un excellent moment, j'ai pas vu le temps passer. À chaque fois je disais aux filles désolée je suis allée un peu plus loin, mais j'arrive pas à m'arrêter en fait, et vraiment c'est une autrice que j'apprécie beaucoup en contemporain, et puis ce que j'ai d'autant plus apprécié ayant lu déjà un de ses ouvrages et ayant bingé la série Daisy Jones and the Six, c'est qu'il y a énormément d'easter eggs. Elle laisse beaucoup d'indices par rapport à Evelyn Hugo, par rapport à Daisy Jones un peu moins, il n'y a que 2 mentions du batteur dans le livre, mais par rapport à Evelyn Hugo il y a énormément de choses qui reviennent. Je vous dirai pas lesquelles, je vous laisse deviner parce que
c'est chouette quand même de s'en rendre compte sur le moment. Mais surtout elle introduit aussi son prochain personnage en fait. En fait Nina elle a un mari qui la trompe avec une joueuse de tennis qui s'appelle Carrie Soto. Et il se trouve que le prochain roman de Taylor Jenkins Reid s'appelle Carrie Soto is Back. Voilà, et j'aime l'univers qu'elle crée dans un monde contemporain, sans magie, sans quoi que ce soit, mais en reliant toutes ses œuvres pour en fait faire comme si elles existaient dans une seule temporalité, sachant que ce sont tous des vedettes en fait, ce sont des personnalités publiques, il n'y a pas de... je crois qu'elle a fait d'autres romans qui n'ont pas été traduits où là il y a des personnes lambda entre guillemets, inconnues en tout cas, mais tous les romans qu'elle lit ensemble ce sont des personnalités publiques. Vous avez Evelyn qui est une star du cinéma, Daisy Jones c'est la musique, Nina les mannequins, Carrie Soto c'est une joueuse de tennis internationalement connue. Voilà, donc j'aime bien qu'elle ait fait ça et j'ai trouvé ça super chouette. Je trouve que ça apporte vraiment une valeur ajoutée à son univers, à ses romans, et on a envie de tous les lire du coup. Ensuite j'ai lu un livre qui est resté à peine 24 heures dans ma palle je crois. Il s'agit d'un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, publié chez les éditions Nami, qui m'ont été gentiment, très gentiment envoyés en guise de cadeau d'anniversaire. Donc merci beaucoup aux éditions Nami. Et donc du coup avec toutes les nouvelles lois qui sont passées, j'ai reçu ce service presse à titre gratuit, je ne suis pas rémunérée et je dois seulement vous donner un avis complètement sincère sur ma lecture. Alors je vous le précise bien parce que j'ai adoré ma lecture, donc on pourrait croire que voilà c'est parce qu'on me l'a envoyé, mais non non non, je suis toujours très sincère, je pense que vous le savez, j'espère en tout cas que vous le savez. Et donc en fait Un jeudi saveur chocolat c'est le deuxième roman qui a été traduit en français de l'autrice. Le premier je l'ai dans ma palle et ça va être un roman en fait choral qui va suivre 12 petites nouvelles qui vont ensemble se relier par notamment divers personnages qui vont se retrouver dans plusieurs nouvelles qui vont relier certains personnages les uns avec les autres. Et à la base on va dire qu'on arrive en fait au café Marble et on a un serveur qui est complètement épris d'une jeune femme qui écrit des lettres en anglais et qui prend tous les jeudis un chocolat chaud, et il est complètement amoureux de cette femme. Et en fait dans ce café il va parler à une autre cliente et ça va être l'autre cliente qu'on va suivre par exemple dans la nouvelle d'après, et tout va se regrouper puisque la dernière nouvelle concerne la femme dont il est amoureux. Et en fait on va passer de Tokyo à Sydney par plein de personnages et plein de thématiques qui sont douces, qui sont belles et surtout qui sont traitées avec aucun jugement. Vraiment il y a beaucoup de respect, il n'y a aucun jugement dans tout ce qui est traité. Il y a des choses, par exemple il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'est celle de la maman qui travaille beaucoup et qui du coup c'est le papa qui reste à la maison et qui s'occupe de l'enfant, et parce qu'elle travaille vraiment beaucoup, et du coup pour une fois c'est elle qui va l'emmener à l'école et qui doit lui faire son repas, et elle fond en larmes, elle s'effondre parce qu'elle ne sait pas lui faire une omelette, et du coup elle se dit qu'en fait c'est une mauvaise mère. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que ça a été vraiment abordé sans aucun jugement en fait. On ne juge pas les personnages, on les prend comme ça et on a envie de les consoler parce que c'est une écriture qui est très douce, qui est très immersive, qui est très poétique, c'est très cocon. En fait clairement ça, si vous êtes déprimé, lisez ça, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien au moral. C'est vraiment de belles histoires, c'est tout doux, voilà, c'est des petites histoires, ça se lit très vite parce qu'il y a 200 pages, mais alors c'est écrit gros comme jaja et en plus les marges sont énormes, mais c'est juste une petite bulle de douceur, voilà. Vous voyez la pub Kinder Bueno, non pas Kinder Bueno, Kinder Maxi je crois, où il se met dans le nuage comme ça, ils font ah, et ben c'est exactement ça ce roman. C'est un nuage, voilà, c'est de la douceur, c'est plein de personnages qui sont attachants, c'est des choses qui sont traitées avec beaucoup de gentillesse, de respect, et voilà, et j'ai passé un excellent moment. Alors c'est vrai que 18 € pour ce format là c'est peut-être un peu cher, mais n'hésitez pas si vous avez des Gilbert Joseph à côté à essayer d'aller chercher, parce que du coup moi j'ai réussi à avoir l'autre, donc la bibliothèque des rêves secrets, pour 12 €. Il est en excellent état en plus, donc si jamais vous avez des Gilbert à côté de chez vous, n'hésitez pas à les fouiner. Sinon il y a d'autres magasins, je les connais pas tous parce que dans ma région il n'y a que les Gilbert, mais n'hésitez pas à aller chercher des livres d'occasion pour cette maison d'édition si jamais vous n'avez pas les moyens de vous les payer en fait au prix fort, parce que vraiment ce sont des belles histoires, et j'ai hâte de lire l'autre roman de l'autrice du coup.
Ensuite, mon big coup de cœur de ce mois-ci, que je n'avais même pas mis dans la liste des sorties littéraires, parce que je sais pas, j'étais passée... Voilà. Je l'avais vu, mais je sais pas, je m'étais pas intéressée. All of Us Villains de Amanda Foody et C.L. Herman, donc le premier tome, le tournoi d'Hivernas. C'est une dystopie magique avec en fait un tournoi qui revient toutes les générations pour déterminer quelle famille régnante parmi les 7 familles, je crois qu'ils sont 7 ou 6, les 7 familles un petit peu ancestrales aura la main mise sur la magie pendant toute une génération. Et du coup en fait il désigne une personne, un enfant par génération pour aller se combattre à mort dans une arène avec des sortilèges, avec des maléfices et tout machin. Et du coup on va suivre 4 de nos 7 personnages je crois. Au niveau des points de vue on va en suivre 4. 4 ou 5, 4. Et on va du coup rentrer avec eux dans ce tournoi sanglant et magique surtout, sachant qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de préparation parce que en fait un petit peu comme les sponsors dans Hunger Games, vous avez les créateurs de maléfices en fait qui vont donner les meilleurs maléfices à leurs favoris, blablabla. Vous avez plusieurs personnages dont Alistair qui fait partie de la famille qui a gagné 2 tiers de tous les tournois. Qui est clairement un petit peu conditionné à tuer. Vous avez Gavin qui lui vient d'une famille qui n'a quasiment jamais gagné et du coup lui tout ce qu'il a envie en fait c'est de montrer que c'est pas un minable. Il y a Briony qui elle a été un petit peu élevée un peu comme une carrière elle a toujours su qu'elle voulait participer et qu'elle participerait. Vous avez Isabelle, sa meilleure amie, qui elle s'en serait clairement bien passée. On a tout ce beau monde qui rejoint 3 autres personnages dont on ne suit pas le point de vue et qui vont se battre en fait et essayer tout simplement de gagner le tournoi. Mais petit scandale, ce n'est pas Briony qui est choisie par sa famille et du coup elle va quand même rentrer dans le tournoi à la place de la personne qui est choisie, j'en dis pas plus, pour essayer de finalement trouver un moyen d'arrêter cette malédiction et ce tournoi. C'était trop chouette, c'était trop cool. Je l'ai dévoré, j'étais en plus dans un moment où j'arrivais pas à lire, j'étais un mini peine de lecture et je l'ai bouffé. C'était trop cool. Alors oui, je suis d'accord. Le monde aurait pu être un petit peu plus creusé, il y aurait pu avoir beaucoup plus de sens. Ça c'est ce que j'ai le plus reproché, c'est que c'était un peu trop soft à mon goût. Je m'attendais à un peu plus de bataille et c'était... voilà. En même temps, ils sont 7. C'est pas comme la corne d'abondance dans Hunger Games où ils ont liquidé 12 d'un coup. Ils sont 7. Tu peux pas dès le départ en liquider 4 quoi. Enfin voilà, c'est... Donc dans un sens je comprends, surtout qu'il y a un deuxième tome, donc il faut quand même qu'il y ait des personnages en vie à la fin. Mais je trouvais que c'était peut-être un... Ça aurait peut-être été chouette qu'il soit 15 par exemple et que ce soit un petit peu plus sanglant parce que là... Sans trop en dire, il y a beaucoup de temps qui se passe avant qu'il y ait quelqu'un qui succombe à ses blessures, on va dire. Mais c'était super chouette, malgré les défauts qui sont visibles. En fait, je les vois, les défauts, mais je m'y attarde pas en fait. C'était trop cool. J'ai passé un moment excellent, c'était rythmé, c'était drôle, les personnages sont super chouettes et c'est bien d'avoir fait 4 points de vue parce qu'on a vraiment une vision globale du tournoi et ça c'est cool. Mon chouchou c'est Alistair. Voilà, j'en dis pas plus parce que vraiment j'adore Alistair. Et j'ai trouvé que l'utilisation des maléfices était très chouette. Et puis il y a toute une théorie on va dire qui comporte à la fois les armes magiques qui descendent du ciel par magie et aussi les espèces de territoires qui sont à conquérir par les candidats en fait, mais ça fait un petit peu partie des choses magiques qu'on apprend petit à petit, donc je voudrais pas trop en dire pour laisser quand même le plaisir de lecture, mais c'était trop cool. Franchement j'ai passé un excellent moment, je ne regrette absolument pas mon achat de Relier et je regrette surtout de ne pas l'avoir vu avant, même si finalement je l'ai acheté quasiment à sa sortie, un petit peu après, mais clairement je me suis fait avoir par la hype parce que j'ai vu tout le monde en avoir des avis mais dithyrambiques et je regrette tellement pas. Je regrette tellement pas, c'était trop cool. Et j'ai aussi lu Un souffle du passé de Patti Callahan, publié chez Faubourg Marigny. C'est le livre de juin qui est sorti il y a quelques jours et c'est une histoire de naufrage. Alors je vous explique. En fait, en 1800, je sais plus, 38 je crois,
Il y a eu un bateau à vapeur qui a fait naufrage dans le sud des États-Unis. Ça a été une des plus grosses tragédies de naufrage de cette époque, bien avant le Titanic, hein, parce que le Titanic c'est 1910 et quelques, c'est juste avant la Première Guerre mondiale, 1912 d'ailleurs je crois. Et on va suivre plusieurs personnages, on va suivre 3 personnages, un personnage dans le présent, vous savez j'aime les doubles temporalités, qui va faire des recherches sur ce qui s'est passé puisque elle est très attachée à ce naufrage. En fait son grand-père était fan de cette histoire, elle est en plus conservatrice de musée je crois, donc elle doit faire toute une exposition là-dessus. Et on va suivre 2 femmes qui elles ont embarqué sur le navire et qui n'ont pas été ensemble quand le navire a coulé. Et du coup j'ai trouvé ça très chouette parce que d'avoir 2 points de vue du naufrage, c'était très très cool. Ce qui m'a un peu perturbée et finalement c'était pas plus mal, c'est que le naufrage arrive très vite. Genre dans les 50 premières pages, il y a peut-être 1 ou 2 chapitres avec les femmes du passé où elles sont sur le bateau, mais sinon c'est direct naufrage. Et j'avoue qu'au début ça m'a un petit peu étonnée, mais finalement ça permet de se concentrer sur le cœur de ce roman qui est la survie. Et c'est là que j'ai trouvé ça exceptionnel, c'est qu'en fait ce roman parle vraiment de la survie dans toutes ses formes, puisque vous avez notre héroïne au présent qui a perdu sa meilleure amie dans un accident tragique et dont elle était en fait témoin, et du coup qui a vraiment des syndromes de stress post-traumatique, qui est obsédée par ça, et en fait elle, sa survie ça va être de continuer à vivre et de décider de revivre. Et on va avoir les 2 autres protagonistes, l'une, sa survie ça va être vraiment la survie physique, c'est voilà, elle est sur un bout de bois, il fait chaud, elle a pas d'eau, enfin voilà, c'est la survie physique. Et la dernière, sans trop en dire, c'est plutôt choisir une issue pour échapper à sa vie et donc survivre parce que sa vie actuelle ne lui plaisait pas du tout. Et j'ai trouvé ça super chouette, ces analogies vraiment de tout ça autour de la survie et que ce soit vraiment exploité sur différentes formes. J'ai trouvé ça vraiment très cool, tous ces parallèles, mais aussi les questions d'amour, et d'amour son plus grand sens, vraiment son sens global, et en fait c'est souvent l'amour qui permet de survivre. Et c'était très beau, c'était vachement bien fait, l'écriture est prenante, ça se lit, je l'ai bouffé en 3 jours. En 3 jours, alors qu'en plus je travaillais, attention, hein, vraiment ça s'est lu à une vitesse, j'ai adoré cette histoire, c'était vraiment chouette, le rythme est impeccable, les personnages sont très attachants, il y a énormément de questionnements aussi internes mais qui sont pas trop présents, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir des monologues constamment dans la tête des personnages. Et puis c'était très intéressant cette histoire de naufrage, de voir comment la condition humaine se retrouve face à une tragédie, comment les gens se comportent face à une tragédie. C'était vraiment chouette. Franchement si vous tâtez sur un Faubourg Marigny à acheter cette année, pour le moment depuis janvier, parce que je suis partenaire avec Faubourg Marigny, donc ils m'envoient toutes leurs publications cette année contre avis sincère et sans rémunération, je le redis encore une fois, je n'ai aucune obligation à parler en bien du roman. C'est celui-là mon préféré pour moi, vraiment. Bien que j'ai bien aimé celui sur la Seconde Guerre mondiale d'Hélène Marie Weisman, celui-là c'est mon préféré pour le moment. Et je suis trop contente de l'avoir lu, il me faisait énormément envie et je suis contente que ça ait matché avec mes exigences sur ce livre. Donc vraiment je vous le conseille, si vous avez envie de lire une histoire sur un naufrage, franchement, allez-y, il est très chouette. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est également un service presse. On me l'a aussi envoyé sans rémunération et contre avis sincère, avec aucune obligation évidemment d'en parler en bien. Il s'agit de Un royaume d'ombre et d'épines de L.J. Andrews et c'est publié chez Corrigan Éditions. C'est un premier tome de saga et dans cette histoire, on va suivre Élise qui est une jeune femme tout à fait rebelle, comme c'est original, qui est promise un mariage forcé et qui va être affublée d'un garde du corps un peu spécial, un peu ténébreux et voilà, et qui va un petit peu la taquiner on va dire. Et au milieu de tout ça vous avez des intrigues de cour, vous avez la politique, vous avez les Fae qui ont été chassés du trône et qui en fait dans l'ombre essayent de revenir, tout ça. C'est pas mal comparé à From Blood and Ash et oui et non. Voilà, clairement, moi je trouve que Le sang et la cendre, il y a des similitudes, mais je me suis pas dit « Oh, ça ressemble vraiment à Le sang et la cendre ». Donc non, voilà. Chose à savoir, il n'y a pas de scène olé olé là-dedans. Clairement, on rentre pas dans les détails, voilà. Et c'est bien de le souligner parce que c'est quand même très rare de nos jours.
Que dire de ce livre? Je l'ai lu dans un vlog 7 jours 7 livres que vous verrez après cette vidéo et j'ai galéré à le lire. Alors, j'ai bien aimé ce roman, mais les 250 premières pages étaient un peu laborieuses. J'ai trouvé que c'était un peu long, puisqu'on va vraiment se concentrer pendant 250 pages à la recherche d'un mari pour Élise. Et c'était à base de joutes verbales, il se passait pas grand chose, on cherchait le mari de madame, et en fait j'ai trouvé ça plat, surtout que dans le résumé il est marqué: lorsqu'un coup d'état éclate, Élise est contrainte de s'enfuir. Et elle s'enfuit à la page 300 sur 400. Du coup moi je m'attendais vraiment à ce que en fait dès les 100 premières pages, bim c'est bon, ils partent du château, et en fait pas du tout. Et du coup j'ai trouvé ça très long. Et ça m'a un peu perturbée, et je pense que si ça avait pas été marqué, j'aurais préféré, parce que je me serais pas attendue à ce qu'il se passe quelque chose. Comme ça, du moins, même si ça aurait été un peu long quand même. Mais il y a un moment où, même si c'est un peu long, il commence à y avoir pas mal de questionnements de la part du personnage, qui se dit que finalement, en fait, son peuple, c'est peut-être pas les gentils. Et ça, j'ai trouvé chouette qu'elle se remette en question, qu'elle remette en question toutes ses croyances, tout ce qu'elle sait de son peuple, et que ça se fasse vraiment... comment dire? Pas du style « elle m'a trahi, oh !» Voilà, même s'il y a des trahisons, mais là que vraiment elle prenne connaissance de l'histoire de son peuple, de ce qui s'est passé parmi les anciens souverains, et qu'elle se dise en fait ma famille ils étaient pas très chouettes hein, quand même, et j'ai trouvé ça cool qu'elle se fasse ce questionnement sans que ce soit genre quelqu'un de son entourage qui l'ait enfermé au cachot et qu'elle se dise oh là là en fait j'étais dans le camp des méchants tout du long. Non, elle s'en rend compte en étant quand même à la cour, en continuant à chercher un mari, et ça j'ai trouvé ça chouette et original. Dans la façon dont c'est abordé du moins, parce que c'est pas super original comme trope, mais la façon dont c'est abordé c'était plutôt chouette. Et puis il y a un point de climax où là ça s'enchaîne et là c'est trop chouette. Et là c'est cool. Il y a tous les trucs qu'on attendait, la magie, le lore, les faées, la mythologie autour du monde et tout qui s'enchaînent et pouf, ça n'arrête pas. Et enfin il y a des révélations, il y a des choses, je m'en doutais un peu mais j'étais pas sûre de moi, j'étais genre ah ouais quand même, ça n'arrête pas, il y a plein de révélations à la fin du roman et j'ai très envie de lire le tome 2. Genre là j'ai envie de savoir ce qui va se passer. De ouf. Alors que ici je me suis demandé est-ce que j'arrête ou pas. Donc voilà, j'ai un avis un peu mitigé sur ce roman, sachant qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour rentrer dedans et que c'est vrai que il y a tellement de livres super chouettes que c'est dommage de se lancer dans un livre où on sait que le début va être un peu... voilà quoi. Mais maintenant que je l'ai lu, maintenant que je l'ai commencé, je veux lire la suite. Je veux lire la suite. Mais le début était pas top. Voilà, clairement, je vais pas vous mentir, le début était pas ouf. C'était long, c'était long, c'était long, c'était long. Et c'est dommage, parce que sur un livre de 400 pages, où il se passe de l'action vraiment, vraiment, parce qu'il y a des mini-actions un peu disséminées, mais où il se passe vraiment, vraiment du mouvement à partir que de la page 300, ben c'est dommage quoi. Donc voilà, sachez-le, avant de vous lancer dedans, le début est un peu rude, en plus j'ai eu du mal à me concentrer, et puis alors il y a un truc, je vous jure, c'est bête hein, mais en fait le titre de la princesse c'est Gvina, donc Kavina, et moi ça me fait penser à Kevina quoi, et quand le roi son titre c'est Queen, et excusez-moi hein, mais moi tout le long je l'ai appelé Kevin, et c'est vrai que pour un roi, Kevin, ça fait pas très roi quoi. Et du coup, ça m'a perturbée dans ma lecture. Attention, je ne crache pas sur le nom Kevin, je vous le dis tout de suite, ni Kevina d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était pas trop royal, ça allait pas trop en corrélation, et j'ai... Voilà, ça existe quand même en anglais aussi, hein, ces noms-là. Donc je pense qu'elle aurait pu un petit peu plus changer cela. Voilà, parce que moi ça m'a un peu perturbée. J'ai eu du mal, ça m'a fait sortir de ma lecture en fait, plusieurs fois. Donc voilà, c'était une bonne lecture par rapport à la fin, mais le début était un peu laborieux, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, au moins vous avez un avis, parce que j'ai pas encore vu beaucoup d'avis sur ça, j'ai vu beaucoup d'avis sur Frost, mais pas trop sur celui-là. Voilà, comme ça au moins vous savez à quoi vous attendre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre une tablette de chocolat, parce que un jeudi saveur chocolat, c'était quand même super chouette. Et puis n'hésitez pas à me dire quel est le livre qui vous tente dans cette sélection, si vous en avez lu un, s'il y en a qui vous a plu, que vous n'avez pas aimé. Bref, dites-moi tout, j'adore vous lire. Merci de me soutenir à chacune de mes vidéos, vraiment c'est trop chou. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un commentaire et un pouce en l'air, ça me soutient énormément. Et bah comme d'habitude, en attendant la prochaine
prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.